Bonjour, un vaccin anti-Covid-19, quand, comment et pour qui? Eh bien, ces questions, le monde entier se les pose. Bien évidemment, tous les chercheurs et responsables de l'industrie pharmaceutique, tous les médecins qui savent que cette crise sanitaire tragique qui transforme l'économie mondiale en champ de ruines ne se terminera qu'avec l'arrivée d'un vaccin, mais aussi la plupart des 7 milliards d'individus qui peuplent notre monde et qui ont tout simplement peur, sans oublier ce qui est moins noble, tous les politiques qui voient là un moyen de reconquérir des électeurs. Nos invités sont aujourd'hui sur deux endroits du champ de bataille de cette guerre contre le virus. Le professeur Jean-Paul Stahl, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'infectiologie à Grenoble. Vous serez notre témoin du savoir sur cette pandémie qui ne cesse de progresser. Claire Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la division vaccin du LEM, le syndicat d'industrie pharmaceutique. Vous représenterez ces dizaines de milliers de chercheurs, fabricants, distributeurs qui travaillent de façon incessante depuis que le challenge de mettre ce vaccin au point a été lancé. Il y a moins d'un an, rappelons-le. Alors, et puis à mes côtés, Nicolas, bonjour, Nicolas Leblanc. Bonjour Jean-François. Vous êtes spécialiste de santé publique et je vais vous laisser faire l'introduction. Écoutez, en guise d'introduction, question pour tous les deux, un vaccin avant la fin de l'année, est-ce bien raisonnable? C'est la communication géopolitique, la communication financière ou la communication médicale? Jean-Paul Stahl. Je crois qu'il y a une possibilité. Maintenant, prédire, je crois qu'on a assez prédit dans cette épidémie et à tort pour ne pas être catégorique, mais c'est possible. C'est possible. À la fin de l'année, c'est possible parce que d'abord, un certain nombre de recherches sont assez avancées, mais il reste à démontrer l'efficacité de ces vaccins qui sont en cours d'évaluation. Et puis, c'est possible parce que les agences, et en particulier l'agence européenne, a mis en place une procédure accélérée, on va dire ça comme ça, d'évaluation en continu des données qui lui sont apportées. C'est au lieu du dossier dans son ensemble qui est examiné à la fin. Donc, tout ça, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Claire, votre avis? Ce que je peux dire, c'est que les labos que je représente font de leur mieux pour essayer d'aller au plus vite, mais c'est bien sûr le débat actuellement, sans mettre en cause la sécurité ou la qualité des produits. Alors moi, je vous trouve quand même très optimiste, parce que tous vos confrères disent faut 7-8 ans pour faire un vaccin. Dans le meilleur des cas, j'ai encore lu une déclaration 2021, deuxième semestre, ce serait la bonne date. Donc si je comprends bien, vous êtes dans le camp des Trump, Poutine, qui promettent un vaccin d'ici la fin de l'année. C'est parce que c'est une décision grave. Vous le pensez? J'aurais pensé que vous étiez plus prudent là-dessus. Alors, je ne suis pas dans le camp de Trump, parce que Trump, c'est avant son élection. Oui. Donc là, clairement, c'est du fantasme. Non, il est possible qu'il y ait la démonstration d'efficacité avant la fin de l'année. Mais ça ne veut pas dire mise sur le marché. D'accord. Oui, mais attendez, moi, quand je dis avoir un vaccin d'ici la fin de l'année, c'est pas avoir l'hypothèse qu'un vaccin est en train de montrer qu'il peut protéger. Je suppose que ça, presque tout le monde en est là. Vous êtes les principales équipes, vous en êtes là, de dire que la protection fonctionne. Les essais sont en cours, on attend encore des données. Mais il y a déjà des premières données qui disent que ça fonctionne. Alors justement, avant de rentrer dans parce qu'en fin de compte, émission aujourd'hui, en septembre, on va vite savoir, puisqu'on a dit d'ici la fin de l'année, on ne prend pas des paris dans 10 ans. Auparavant, Jean-Paul Stahl, que sait-on de l'immunité individuelle qui va faire cette maladie, sa puissance, solidité? Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que c'est encore en exploration, finalement. Ouais. Alors, ce qu'on sait, quand même, de façon presque certaine, c'est que dans les suites immédiates de la maladie, et donc on peut penser que dans les suites immédiates d'un vaccin, il y a une protection. Parce que le nombre de personnes qui ont été réinfectées, il y en a, mais très peu, vraiment très très peu. Donc il semblerait quand même qu'il y a une immunité immédiate. Maintenant, combien de temps est-ce que cette immunité dure? Pour l'instant, on ne le sait pas. On ne le sait pas, on a juste l'exemple des autres coronavirus qui donnaient une immunité naturelle grossièrement autour de 2 ans. Mais ce n'est qu'une approche indirecte, et donc on ne sait pas. Donc si jamais il y avait un vaccin qui montrait une efficacité immédiate, encore faudrait-il se poser la question des rappels et des réinoculations.
Et puis se pose ici la question de combien de doses pour obtenir une immunité. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont très importantes. Et encore plus, est-ce que un vaccin qui est montré dans une population saine, il marche aussi chez les personnes âgées qui sont les plus à risque, par exemple? Alors j'aimerais quand même qu'on dise un mot sur l'expérience d'immunisation collective des Suédois, parce qu'on a été en opposition avec leur stratégie. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent qu'ils ont décidé de ne pas confiner et de essayer d'avoir une immunité collective. Or, les chiffres sont extrêmement décevants. Ils n'ont que quelques pourcents de mieux que nous. Ça veut dire que ce n'est pas si évident que ça. Ah, c'est loin d'être évident. Je ne suis pas suédois et encore moins dirigeant politique suédois, mais je pense qu'ils ont fait le calcul économique contre le calcul santé. Oui, ce que d'autres pays ont fait aussi. C'est un débat qui arrive, mort biologique versus mort sociale. Absolument. Mais quand même, le fait que de l'échec de cette immunisation collective, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'efficacité future du vaccin? Ah, pas du tout, parce que ça veut simplement dire que finalement, peu de personnes ont été contaminées par le virus. Par contre, un vaccin, il peut être administrable à une population entière. Donc, c'est totalement différent. Alors Claire, revenons aux entreprises. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Elles travaillent chacune dans leur coin, il y a des collaborations, tout est inédit depuis le début de cette épidémie. Où est-ce qu'on en est dans l'approche industrielle du développement de ces vaccins ? Alors, c'est ça qui est très très intéressant dans la situation actuelle. On n'a jamais vu le montant de collaboration qu'on voit en ce moment. Donc on a vraiment du travail ensemble à tous les niveaux, que ce soit privé-privé, public-privé. Peut-être quelques exemples pour vous donner. Il y a quelques vaccins qui sont les plus avancés. Vous avez entendu parler du vaccin AstraZeneca qui est en collaboration avec un laboratoire d'Oxford, ou encore de GSK Sanofi, de concurrents qui d'habitude sont vraiment l'un contre l'autre et qui là collaborent sur un candidat vaccin ensemble. On a également par exemple des collaborations comme Pfizer avec une biotech allemande qui s'appelle BioNTech. Enfin, on a vraiment des collaborations à tous les niveaux, ce qu'on n'a jamais vu auparavant en dehors de cette crise. Et qu'est-ce qui explique ça ? Le coût ? La nécessité ? Non, plutôt le besoin, la crise sanitaire actuelle. Tout le monde cherche la plus efficace, l'approche la plus efficace pour trouver une solution la plus rapidement. On parle souvent d'une course au vaccin. C'est pas une course les uns contre les autres, c'est une course contre la montre pour essayer d'apporter des solutions vaccinales les plus rapides possibles. Et les politiques encouragent ça ? Est-ce qu'au niveau international, vous sentez un soutien ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est eux qui ont déclenché ces collaborations ? Pas du tout, parce qu'on a vu ces collaborations émerger déjà dès janvier, février et mars. On a eu très très rapidement toutes ces alliances et ces collaborations. Est-ce qu'ils le soutiennent dans le principe ? Je pense que oui, parce qu'ils cherchent une solution à cette crise sanitaire. Et on n'a pas connu ça, ni pour le sida, ni pour le paludisme, qui pourtant sont vecteurs de Il y en avait un certain gravité. nombre. Mais l'ordre de grandeur est très différent. Enfin, peut-être que vous avez vu les derniers chiffres. J'ai regardé en début de semaine, on a plus de 300 candidats vaccins en développement contre le Covid. Pour vous donner un point de comparaison, si vous regardez l'an dernier ou l'année d'avant, c'est à peu près le même nombre de projets de candidats vaccins sur toutes les autres maladies infectieuses. Donc ça vous donne une petite idée, en 9 mois, ce qui s'est passé sur cette recherche, et c'est vraiment inédit. Dites-moi Jean-Paul, c'est vraiment indispensable d'avoir un vaccin? On ne peut pas imaginer que, comme certains coronavirus, ce virus parte prendre sa retraite quelque part. On ne voit pas bien comment. Au point où on en est, on ne voit pas bien comment ce virus disparaîtrait. Alors c'est vrai qu'on peut essayer de faire le parallèle avec les autres coronavirus, les deux autres coronavirus qui ont donné lieu à des épidémies, le SRAS et le MERS-CoV, qui, pour l'un, a disparu, à peu près, sauf cas très épisodiques, et pour l'autre qui n'a pas réussi à se développer dans les mêmes proportions, c'est certainement lié au virus lui-même, c'est-à-dire qu'avec une contagiosité, une transmissibilité beaucoup moins importante. Là, c'est loin d'être le cas. Sur ce qu'on voit actuellement, il semble que ce soit un virus qui soit destiné à s'installer dans le paysage de la pathologie humaine, au même titre que la grippe ou d'autres virus. Donc je crois effectivement que le vaccin est la seule solution si on veut aboutir à non pas une éradication, mais une maîtrise. Et ce qui veut dire que si on ne trouve pas de vaccin, on va vivre l'épidémie telle qu'on la vit là pendant des années ? Absolument. Absolument, parce que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de traitement.
malgré les effets d'annonce des uns et des autres, il n'y a aucun traitement qui marche. Sauf les corticoïdes pour les patients les plus graves. C'est la maladie inflammatoire, les corticoïdes. Ça, c'est la maladie inflammatoire. Ce n'est pas la maladie virale. Mais pour le virus lui-même, il n'y a rien pour la minute. Donc la seule chose qui permettrait de maîtriser l'épidémie, c'est le vaccin. Ce qui maîtrise et qui contribue actuellement à maîtriser, puisque la deuxième vague n'a pas, si on peut appeler ça une deuxième vague, ou la prolongation de la première, peu importe, c'est du vocabulaire. Mais c'est la seule chose qui contribue à maîtriser, c'est les mesures barrières. Alors, soit on vaccine, soit on vit avec les mesures barrières pendant des années. Il n'y a pas d'autre solution. Ou les deux. Ou les deux. Alors les deux, ça va être effectivement pour ceux qui refuseront la vaccination. Et malheureusement, il y en a. Vous avez déjà des accords économiques entre certains pays, entre certains laboratoires ? Alors oui, je ne peux pas parler du détail de chaque laboratoire et des contrats qu'ils ont, mais au niveau industriel, en fait, tous les gouvernements se sont mis en contact avec les industriels, et c'est en particulier autour du partage du risque autour de la production, qu'on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on produit là déjà, on a commencé l'exercice de production, et donc on veut savoir déjà combien de volume les pays considèrent pour leur population, mais également partager un peu le risque, parce qu'on produit sans avoir les résultats cliniques. Donc on produit à risque, et si jamais le vaccin ne marche pas, on va mettre ces doses à la poubelle. C'est le cas en général en situation de pandémie. On parlait tout à l'heure d'accélération des timings. Ça prend souvent 7 à 10 ans de trouver un vaccin. Là, on le compresse. Du coup, il faut faire des choses en parallèle, quitte à prendre un risque financier au niveau de la production. Pour ce qui est de la sortie du vaccin, c'est la safety qui va donner la date de... C'est quand la safety sera finie qu'on va savoir quand est-ce que ce vaccin sort, le premier vaccin va sortir. Ou alors, c'est déjà un petit peu envisagé? Je vais laisser peut-être le professeur Stahl commenter. La seule chose que peut-être j'ajouterais en commentaire, c'est on cherche un vaccin efficace et sûr, avec un niveau de qualité de production. Il faut réfléchir. Après, ça, ouais. Je vous aurais dit le contraire, je ne vous aurais pas cru. Jean-Paul. Non, mais ce qu'il y a d'absolument certain, c'est qu'aucun vaccin ne sera mis sur le marché s'il ne répond pas aux critères de sécurité et aux critères d'efficacité. Ça, c'est absolument certain. Donc, si un vaccin arrive sur le marché, il répondra forcément à ces deux critères. Ça, c'est très très clair, en tout cas dans les pays occidentaux. Alors, on ne va pas parler des 300 candidats, ça serait fastidieux. On a déjà vu qu'il y en a un certain nombre, mais il y a quand même deux grandes familles, enfin, un individu et des familles. Vaccins atténués vivants, ça c'est la plupart. C'est pas la plupart, mais enfin sur les 300, j'en sais rien. Oui, non, mais sur ceux, j'ai pas regardé le détail des 300. Sur ceux dont on parle là. Non, ceux dont on parle et qui avancent, c'est soit des molécules antigéniques qui sont vectorisées d'une façon ou d'une autre, soit avec un autre virus, soit avec des protéines, etc. Soit c'est une transformation du virus existant. C'est les deux grandes philosophies. Pour faire simple, les deux technologies sont connues. Il y en a qui sont plus routinières que d'autres, et en particulier la transformation, on va dire, du virus existant, qui serait sans doute plus facile à fabriquer et à commercialiser rapidement, et puis les autres qui sont des technologies un petit peu plus nouvelles et qui vont demander des lignes de production un peu plus complexes et un peu plus nouvelles. Donc voilà où on en est. Toutes les approches sont bonnes a priori. Et la question qui arrivera le premier, j'en sais rien. Et à la limite, est-ce bien important ? Parce qu'on aura besoin de milliards de doses, de plusieurs milliards de doses, et un seul ne pourra jamais les produire dans leur globalité et la totalité. Donc voilà, pour les industriels, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai enjeu, ça. Alors, il y a ce fameux vaccin Moderna à ARN messager, dont on parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un et l'autre l'intérêt, comment ça fonctionne, Jean-Paul ? L'intérêt, c'est que ce n'est pas un virus, donc sur le plan de la sécurité, c'est beaucoup moins problématique. Maintenant, en termes d'efficacité, voilà, elle reste à montrer. Et est-ce que c'est plus efficace ou légèrement moins ou identique aux autres ? Ça, j'en sais encore rien. En tout cas,
il y a un secret industriel derrière quand même, et donc je n'ai pas l'information. Mais c'est une technologie qui, a priori, amène beaucoup moins d'interrogations de sécurité. Avant de voir avec Claire comment ça va se fabriquer tous ces vaccins, est-ce que c'est bien raisonnable de parler de milliards de doses? Est-ce que c'est bien raisonnable de dire qu'on va vacciner 7 milliards de personnes? Est-ce qu'on n'est pas en train de tromper le monde en leur faisant croire cela, alors qu'on sait fort bien que le premier milliard, on sait où ça va se passer, où ça va aller? Oui et non. Si on veut éradiquer d'une certaine façon ou diminuer significativement la maladie, on est bien obligé de vacciner la population réceptive, où qu'elle soit. Je veux dire, c'est ce qu'on a fait avec la polio. C'est comme ça qu'on éradique la polio. C'est comme ça qu'on a fait avec la variole. C'est comme ça qu'on essaye de le faire avec la rougeole. Il faut que dans la population humaine, il n'y ait plus de récepteurs. Et à ce moment-là, le virus cesse de circuler. Mais là, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que c'est un virus d'origine animale. Et donc, on ne va pas vacciner les animaux sauvages, bien évidemment. Donc, le virus, il va continuer à exister, il va continuer à circuler dans un certain milieu. Donc il faut vraiment que l'espèce humaine se protège et c'est vrai que le vaccin va concerner l'ensemble de la population sur cette planète. Alors, le point calculé qu'il allait falloir 8747 pour distribuer toutes les doses dans le monde, je suppose que vous n'allez pas monter une compagnie d'aviation, l'industrie pharmaceutique, quoique ça pourrait être la solution. Vous êtes raisonnablement en train d'étudier quelle hypothèse? Les 7 milliards ou alors le premier milliard qui va réclamer ça à corps et à cri? Non, l'ensemble de l'industrie regarde vraiment les besoins de la population en entier. Une des grandes questions, c'est combien de doses il va falloir. 1, 2, 3, on ne sait pas encore. Donc la production, on est quand même sur des facteurs... on ne sait pas encore le nombre de doses. Non, la plupart des essais cliniques sont en train de tester 2 doses. Avec beaucoup de chance, on pourrait avoir déjà une réponse satisfaisante après une dose. Ça pourrait, au contraire, ne pas bien marcher. On pourrait avoir besoin de 3 doses. Tant que les essais cliniques ne sont pas terminés, on ne saura pas exactement les besoins pour chaque schéma de vaccination. Donc on a une grande incertitude sur les volumes qu'on doit produire. Et pour compliquer encore un petit peu la question, c'est est-ce que certaines populations dont l'immunité fonctionne moins bien, simplement les personnes âgées, donc on connaît l'immunosénescence, est-ce que ces personnes-là ont besoin d'une dose supplémentaire par rapport à l'ensemble de la population? C'est encore une autre question qu'on peut se poser. Sans compter que c'est peut-être un virus comme celui de la grippe qui va muter dans l'hémisphère sud pendant qu'on vaccine dans l'hémisphère nord, donc on recommence rebelote tous les ans. Alors pour l'instant, il n'y a pas de démonstration d'une mutation de cet ordre. Maintenant, l'avenir, j'en sais rien, mais le virus grippal, s'il était similaire, il aurait déjà muté. On aurait déjà observé ces mutations. Pour l'instant, on ne les a pas observées. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Vous êtes en capacité de produire combien de vaccins dans le monde de façon mensuelle? Vous avez une idée ou... Alors en fait, la réponse va dépendre de la technologie qui marche en essai clinique. Donc pour vous donner une petite idée, on a, je crois, 27 usines de production en Europe qui représentent à peu près 75% de la production mondiale. Donc une usine ne produit pas pour un pays, c'est en général une usine produite pour le monde entier. Donc après, sur ces usines, il y a un certain nombre de technologies et les essais cliniques vont tester quelle technologie va être utile. Comment alors? Je suppose qu'il ne va pas y en avoir un qui va gagner, il va y avoir plusieurs vaccins disponibles, non? On espère que les résultats seront donc positifs. Déjà, on saura, est-ce qu'on saura si on a le meilleur ou le moins bon? Est-ce qu'il y aura des notions comme ça, Jean-Paul? Je ne suis pas certain. Sur ce qu'on connaît et le raisonnement qui préfigure tout ça, je pense que chacun a sa chance, avec des technologies différentes, mais sans doute des résultats qui, à l'arrivée, vont être assez similaires. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Donc, en fait, il y aura, après, ça sera un choix qui sera fait en fonction de ceci, cela. Et il est possible que certains aient besoin de plus de rappels ou de doses que d'autres, j'en sais rien. Mais au global, je pense que le résultat sur le plan de l'immunité générale risque bien d'être assez similaire. A priori, on devrait préférer celui qui est le plus simple à faire, non? Ou est-ce que c'est pas comme ça que ça se passait? C'est possible, c'est pas certain. Ouais. C'est pas certain parce que effectivement, ça paraîtrait le plus ergonomique, mais il n'est pas certain parce qu'après ils vont rentrer en ligne de compte des problèmes de prix, des problèmes de quantité fabriquée, etc. Autant de paramètres qu'on ne connaît pas pour l'instant.
Alors revenons à la stratégie pratique de vaccination. Comment va-t-elle s'effectuer dans le monde, en France? Elle sera différente? Est-ce qu'il y aura des centres de vaccins dédiés? Qui va-t-on vacciner? Il y a plein de questions qui se posent sur cette stratégie vaccinale. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? On va d'abord voir comment on va vacciner, après qui vacciner. Ce sera un chapitre important de cette émission. Comment vacciner j'en sais encore rien. Je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours, en tout cas pour la France. Pour le reste du monde, j'en sais absolument rien. Ouais. Et puis d'autre part, ça va varier en fonction des pays qui vont vouloir garder leur souveraineté de ce côté-là. C'est la HAS qui décide en France. C'est pas forcément la HAS. Il y a toute une réflexion globale qui comprend la HAS, évidemment, mais aussi Santé publique France. Et puis après, c'est une décision politique. Ça va mettre au du final. temps. Ça va mettre du temps pour pouvoir organiser tout ça. Ça aussi, dans le paramètre de déploiement. Organiser, ça dépend, parce que les médecins sont habitués à vacciner. Donc il suffit de leur mettre à disposition du vaccin, éventuellement par un circuit normal, pour qu'ils vaccinent. Donc ça m'inquiète pas. Je ne crois pas qu'on refera les gymnases vaccinodromes de la grippe pandémique. Je ne crois pas qu'on refera ça. Maintenant, après, il va y avoir effectivement une stratégie qui va dépendre de la quantité de vaccins disponibles. S'il y en a peu ou s'il y en a beaucoup. S'il y en a beaucoup, évidemment, c'est plus simple. Mais s'il y en a peu, il y aura une gradation, forcément, des personnes vaccinées. Alors qui va être prioritaire? On peut imaginer, mais ça c'est mon imagination, on peut imaginer que les personnes fragiles, si on a montré que ça marche chez ces personnes. Ça peut être le personnel soignant, parce qu'on en a vraiment besoin. Ça peut être, je sais pas quoi, les forces armées, la police. Les gens âgés. Voilà. On va y venir de tout ça. Mais un nouveau vaccin dit fatalement des gens plus compétents pour vacciner, donc les médecins en priorité, puis après on va aller vers peut-être les pharmaciens et tout ça, ou d'emblée vous pensez que tout le monde va pouvoir vacciner? L'acte vaccinal est quand même pas très compliqué. D'accord. Donc les pharmaciens ont maintenant l'habitude avec la vaccination grippe, qui est récente chez eux, mais ça pose aucun problème. Donc, sur un nouveau vaccin, on ne parle jamais de responsabilité. S'il se passe un problème, qui sera responsable? C'est celui qui a injecté ou celui qui a fabriqué? Ça dépend. Tous les deux, vous allez répondre. Ça dépend tout du statut du vaccin. Si c'est un vaccin obligatoire, c'est l'État. C'est l'État qui est responsable des effets, des conséquences de la vaccination, parce que c'est lui qui a décrété que c'était obligatoire. Vous pensez qu'il peut être obligatoire, là? Je ne pense pas. Bon. Après, oui, c'est pas celui qui a injecté, parce que le pauvre malheureux, sauf s'il a fait une infection à staphylocoque à l'endroit où il a injecté, voilà, c'est la seule responsabilité qu'il peut avoir. Et après, si vraiment il y a un problème structurel avec le vaccin, style, je sais pas quoi, des effets secondaires insoupçonnés qui se déclarent, voilà. Le laboratoire, comme presque toujours, malheureusement, va être incriminé. Pourquoi il n'y aurait pas de vaccination obligatoire compte tenu de la pandémie, par rapport à la rougeole ou par rapport à d'autres vaccinations obligatoires? C'est simplement parce que je pense qu'on est en France et que le mot obligation s'accompagne du mot contournement de l'obligation. Oui. C'est sans doute ça. Ça a été un combat. La vaccination pour les enfants est obligatoire. Elle est obligatoire, mais j'ai participé au combat à divers échelons, ce qui dure quand même depuis des dizaines d'années, sur cette vaccination des enfants. Et là, il faut être très reconnaissant à la ministre de l'époque d'avoir eu le courage de rendre cette vaccination obligatoire. Je pense qu'aucun chef de gouvernement, du moins des pays dits démocratiques, n'opposera la vaccination. Cette responsabilité-là, je vous ai vu au moment où on disait on va se retourner au laboratoire, c'est colossal comme responsabilité, là. Comment vous gérez ça? C'est un peu le cas dès qu'on amène un nouveau médicament ou vaccin on parle de 7 milliards d'individus. Voilà, donc là, tous les laboratoires sont en train de travailler avec les autorités de santé, en particulier en France, la NSM, et il y aura bien sûr un suivi de pharmacovigilance très rapproché, en lien bien sûr avec les études cliniques et tout signal de pharmacovigilance qu'on aura pu avoir dans les essais cliniques pour essayer d'assurer au maximum la sécurité des patients. Mais oui, est-ce qu'on a vu l'introduction d'un nouveau vaccin dans tous les pays du monde en parallèle à cette échelle? Non, c'est nouveau. Je pense que c'est une des bonnes raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des bonnes raisons pour avoir la certitude que quand le vaccin sera mis sur le marché, le problème de la sécurité sera absolument bétonné.
Il n'y aura pas d'incertitude de ce côté-là. On ne peut jamais évacuer l'impondérable. Mais je veux dire qu'il y a de bonnes raisons dans tous les partenaires pour que la sécurité soit vraiment évaluée. Alors, il y a des gens qui ne se posent problème. pas ces problèmes de responsabilité, qui ne font pas partie du LEM. Je veux parler des Chinois et des Russes avec leur Spoutnik. Vous n'en avez pas parlé dans les candidats vaccins. On peut imaginer que les Chinois qui avaient probablement un an d'avance sur nous, sur l'épidémie, ont peut-être un an d'avance sur le vaccin, non? Pour répondre de façon politiquement correcte, Ouais. l'expérience qu'on a avec les vaccins chinois n'est pas très probante jusque-là. D'accord. Et nous, alors j'ai l'expérience, entre autres, des centres antirabiques et des vaccins antirabiques pour pouvoir dire que quand un patient a été vacciné en Chine pour la rage, on recommence tout à zéro quand il revient en France. Donc, et le russe, Spoutnik? Alors le russe, on n'a aucune information publiée, ce qui en soi est suspect. Sauf que la fille du président a été vaccinée quand même. Et comme on le dit de façon courante maintenant, Navalny aussi. Oui, c'est vrai que ça... Donc, non, il n'y a aucune donnée publiée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien sûr, mais voilà, il y a quand même un soupçon dans notre culture occidentale, quand ce n'est pas publié, et que ça n'a pas été critiqué par les pairs, et quand ça n'a pas été évalué en public, il y a un problème. Vous avez des contacts avec justement la Chine et les pays de l'Est, vous, les laboratoires de l'Ouest? Alors, il y a certains partenariats entre certains des laboratoires présents en France et des biotech ou des laboratoires chinois, mais en dehors de ça, il n'y a pas de partage des données au-delà de ce qui est disponible publiquement. Bon, on va essayer de savoir qui va être vacciné, quand est-ce qu'on vaccine. Hein, Oui, le schéma vaccinal, on l'a évoqué tout à l'heure. À votre avis, il sera posé quand? Vous parliez de fin d'année, on aura déjà des idées sur les populations cibles? On aura sans doute une idée, si ça marche, si le vaccin marche. Ce qui n'est pas encore garanti, hein. Je rappelle, actuellement, il y a les essais de safety qui sont en cours, et en parallèle, les essais d'efficacité. Donc, on ne va pas faire le résultat des essais avant leur conclusion. Ce qui est marrant, c'est que ce qui est observable, c'est qu'on a l'impression que c'est un automatisme, que voilà, on a mis les gestes barrières, on a quelques traitements qui fonctionnent, notamment les corticoïdes dans la maladie inflammatoire, et qu'on va avoir un vaccin. Dans l'imaginaire collectif, ça s'installe. Vous nous dites peut-être fin d'année, mais en même temps, c'est pas sûr. Est-ce qu'on va suivre ça comme un roman policier jusqu'en décembre? Comment, concrètement, à partir de quoi les auditeurs et les téléspectateurs peuvent se fier, les médecins qui nous regardent, ils peuvent se fier sur quel type d'informations et où là-dessus? Les informations, c'est les informations scientifiques, c'est-à-dire quand seront publiés les résultats des essais. Un vaccin, ça paraît naturel. Alors là, il y a une forme de paradoxe, parce qu'en France, on est quand même champion du monde pour l'hésitation vaccinale, comme on dit, c'est-à-dire en gros le refus vaccinal, et en même temps, on attend un vaccin avec impatience. Donc là, on appelle ça la schizophrénie. Hein. Donc là, il commence à y avoir un vrai problème. Puis deuxièmement, un vaccin, ce n'est pas automatique. Regardez le sida. Depuis des dizaines d'années, on cherche un vaccin sida, il n'y en a toujours pas. Donc obtenir un vaccin qui marche, ce n'est pas un automatisme, et c'est pas... On a dit qu'on allait le faire, on met de l'argent, ça y est, ça va venir. Pas du tout. Alors, qui vacciné, vous pouvez fournir, si demain un vaccin marche, vous pouvez fournir combien de doses dans le trimestre qui suivent? Alors toujours pareil, ça dépend duquel marche, quelle technologie. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des labos sont déjà en train de mettre en place leur processus de production en parallèle pour essayer d'avoir un certain nombre de doses dès qu'on a des résultats cliniques. On parle d'obligation, mais on peut parler aussi de volontariat. Par exemple, le corps médical, qui se vaccine très mal contre la grippe, il faut quand même qu'on le sache. Pas si mal. Oui, enfin bon, c'est quand même pas formidable. Médecins hospitaliers, alors toutes les enquêtes, les médecins hospitaliers, je ne parle pas des autres, mais les médecins hospitaliers, ça tourne autour de 60%. Ouais, ce qui, comparé aux infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, qui tournent, dans le meilleur des cas, autour de 25%, c'est quand même beaucoup mieux. Vous êtes comme tous les hospitaliers, vous, d'un seul coup, vous balayez la médecine libérale, qui pourtant, elle qui doit vacciner plus que vous, non, mais c'est les chiffres que j'ai. Oui, mais je suis d'accord, mais qui, elle, se vaccine pas que ça. On peut imaginer que là,
peut y avoir un effet de volontariat ou en France c'est totalement exclu de faire une campagne volontaire de vaccination contre De la toute Covid. façon, le vaccin sera administré sur la base du volontariat. Oui. C'est-à-dire, si je refuse d'être vacciné, je ne serai pas vacciné. Mais volontariat professionnel, Voilà. je veux dire, par exemple, est-ce qu'on dit on vaccine tous les plus de 70 ans le plus rapidement possible, ou on dit on vaccine le personnel médical, les malades en situation difficile? Il va y avoir des arbitrages qui vont être difficiles, non? Oui, et ces arbitrages, ils vont dépendre de la quantité de doses disponibles. Et c'est pour ça que j'avais commencé par cette question-là. Et on me répond Qu'on sait pas un encore. certain temps. Alors oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que si je compare par exemple les vaccins existants, ils prennent entre 6 mois et 24 mois, 22 mois à être produits. Donc si jamais vous avez eu un rappel par exemple récemment, ça prend souvent plus d'1 an entre le moment où ça démarre la chaîne de production et la fin. Donc pour le Covid, on va bien sûr essayer de faire au plus vite, mais on ne peut pas accélérer la production. On a énormément de tests qualité et c'est ça qui prend du temps pour vraiment garantir la qualité et la sécurité de ces produits. Donc on ne veut pas aller plus vite que la musique. Il y a quand même quelque chose qui est incompressible dans le temps pour la safety, c'est de dire, bon, si on veut qu'un vaccin, on veut savoir s'il n'a pas d'effet secondaire en 1 an, il faut 1 an. Et là, on a décidé quoi, monsieur le professeur? On a décidé qu'on mettrait sur le marché ce qui a démontré une sécurité, mais avec le délai, effectivement, imparti. D'accord. C'est-à-dire que personne ne pourra dire sur 10 ans Voilà. ce qui se passe. Ok, d'accord. Mais du coup, la pharmacovigilance va être d'une extrême importance. Évidemment. Et vous vous organisez déjà pour la pharmacovigilance ou c'est un chapitre qui n'est pas encore ouvert dans la spécificité de la Covid? Alors ça va se mettre en place autour de la mise sur le marché des vaccins qui vont réussir en essais cliniques. Et ce sera fait pas juste côté laboratoire, mais avec chaque autorité nationale pour faire un suivi très rapproché de tous les... Mais ces plans de pharmacovigilance existent déjà. Hein. Tous les nouveaux médicaments sont assujettis à une surveillance sous le chapeau de l'ANSM, mais c'est une obligation. J'ai vu que vous avez déjà reçu des bons de commande importants de part de gouvernement, c'est vrai? C'est-à-dire que c'est prépayé déjà, certains vaccins? Alors, c'est surtout des précommandes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sur les volumes et sur un partage du risque, sachant que la production avance sans savoir si ces vaccins pourront être utilisés. Alors, si vous avez des précommandes, vous avez peut-être une idée du coût du vaccin ou c'est trop tôt encore? Alors, ça, c'est le choix de chaque entreprise, chaque laboratoire et la discussion avec chaque gouvernement. Donc, mais c'est en cours, on commence déjà à parler de prix de dose unitaire ou de choses comme ça? Oui, tout à fait, dans les précommandes du Ça ne transparaît pas chez vous encore? Ah non, pas du tout. Pas encore. Nous, on n'est pas du tout concernés par ce genre de discussion. Non, mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, il y a des recherches qui ne sont pas encore, des évaluations qui ne sont pas finies, des lignes de production qui commencent, et des présachats sur des recherches qui ne sont pas finies. C'est inédit, ça. On n'a jamais vécu ça. Généralement, un vaccin, on le disait tout à l'heure, 7, 8 ans, 10, 12 ans, et puis il y en a qui ne sont jamais arrivés, qu'on attend depuis 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario de crash test sur ce genre de dispositif, si jamais ça ne marche pas? Toute la planète attend le vaccin comme un sauveur. Et on est en train de se dire que finalement, c'est une hypothèse qui ne marcherait possiblement pas. Vous êtes prémunis de tout ça? Comment vous gérez ça, les entreprises? Prémunis, je ne sais pas, on cherche tous une solution. Quand je vois le nombre et la diversité des projets de recherche, en fait, on est plutôt confiant que dans tous ces candidats vaccins, il va y en avoir au moins, et j'espère plusieurs, qui vont arriver à bout. En fait, on est dans une situation de pandémie en train de tout faire en parallèle. D'habitude, sur un nouveau vaccin, c'est séquentiel. Donc, on fait la recherche fondamentale, les essais cliniques, puis la construction d'usines, puis la négociation et puis la mise sur le marché. Là, tout se fait en parallèle. Et oui, bien sûr, il suffit d'une étape où les résultats ne sont pas satisfaisants et ça va devoir s'arrêter. Mais sur les 330 ou 350 vaccins en cours de développement, on espère vraiment qu'un ou plusieurs arriveront jusqu'au bout. Cette histoire de... Je donne la parole Jean-Paul Salle, mais avant cette histoire de préférence nationale, comment vous gérez ça? On dit il y a des pays, nous on a payé, on a besoin d'avoir avant les autres. Comment vous gérez ça?
En fait, là, tous les laboratoires des vaccins que je représente se sont positionnés justement sur la volonté d'avoir une vaccination équitable entre les pays, de travailler avec toutes les autorités. Et donc, quand Ça, vous le garantissez maintenant. Oui. Et d'ailleurs, vous avez peut-être encore vu là très récemment, par exemple, la Commission européenne l'Union européenne qui a investi encore un petit peu plus pour garantir la distribution de doses dans d'autres pays qui n'ont pour l'instant pas eu soit les moyens, soit le temps, soit l'envie de négocier des doses. Jean-Paul, vous vouliez faire un commentaire? Oui, je voulais simplement souligner l'énorme prise de risque de l'industrie. L'industrie est souvent présentée comme le diable, avec qui il ne faut surtout pas discuter parce qu'on devient l'agent du diable. C'est quand même la démonstration que là, il y a une prise de risque immense, énorme, et pour le bien commun. Alors évidemment que derrière, les industriels, si ça marche, vont gagner de l'argent, c'est une évidence. Mais je crois qu'il faut vraiment souligner ça. C'est extrêmement important de le dire. Bon, je suis extrêmement déçu qu'on arrive à la fin de cette émission alors que le débat est passionnant et qu'on a oublié de parler de plein de choses, des autres vaccins. Je voudrais quand même pas qu'on ne se quitte pas avant de parler de la grippe, vaccination contre la grippe. Alors la vaccination contre la grippe, elle nous pose un problème. Elle nous pose un problème parce que finalement la Covid a, pour l'instant en tout cas, éteint la grippe dans l'hémisphère sud. Pour des raisons peut-être de compétition virale, mais ça c'est presque du fantasme, mais surtout parce que les gens se protègent. Et quand on se protège sur le plan respiratoire, on se protège de la grippe comme des autres virus. Et donc il y a très peu de virus grippal qui circulent dans l'hémisphère sud, à tel point qu'on cherche les souches, etc., pour fabriquer le vaccin de l'hémisphère nord. Et là, ça pose un vrai problème. Il n'est pas fabriqué, ce vaccin ? C'est en cours, on ne sait pas trop. Parce qu'on dit qu'on va commencer le 15 octobre. Oui, mais avec quelle souche ? Et c'était vraiment ça le débat. Et donc, ça pose un vrai problème. Mais ce qui quand même aussi mais s'il n'y a pas de grippe, c'est pas grave. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que c'est quand même la vérification que les gestes de barrière et tout ce qu'on a fait marchent. Absolument. Et qu'on n'aura peut-être probablement pas de gastroentérite au réveillon non plus. Donc, ça, c'est Manu Porté, c'est autre chose. Oui, ça, c'est les solutions hydroalcooliques. Oui, mais on demande aux gens de se laver les mains en ce moment. C'est vrai. Donc là, on ne sait pas encore comment... vaccination contre la grippe, gros point d'interrogation sur... c'est point d'interrogation sur la souche qui va circuler. D'accord. Enfin, le vaccin, il existe, mais c'est la circulation des souches. On a quelques interrogations. On ne peut pas imaginer un vaccin commun entre la Covid et la grippe ? Si jamais on avait besoin d'un vaccin annuel Covid couplé à la grippe, ce ne serait pas forcément idiot. Mais si vous avez un vaccin qui doit s'administrer tous les 5 ans, puis l'autre tous les ans, la combinaison ne marche pas. Le BCG, on a dit que c'est un vaccin qui est protégé contre la Covid. On en est où ? C'est un petit peu passé de mode, on va dire. Disons, BCG, c'était supposé marcher en stimulant de l'immunité cellulaire. Voilà, on n'en est plus là. Je vous promets avec nos deux invités une autre invitation sur les vaccins, parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps d'aborder tout ce qu'on voulait. On va conclure. Jean-Paul, une conclusion brillante, comme d'habitude. Il ne faut surtout pas prendre, pour l'instant, le fantasme vaccin comme argent comptant. Et il faut surtout continuer à appliquer les gestes barrières. On a plus de 10 000 cas nouveaux tous les jours. Tous les jours. Pourtant, avec des services d'hospitalisation qui se remplissent à vue d'œil. Donc l'urgence, c'est pas le vaccin, même si on a dit qu'il était fondamental pour l'avenir, mais l'urgence aujourd'hui, c'est se protéger et protéger les autres. Claire, une certaine fierté, alors que votre industrie, comme le disait Jean-Paul, est souvent très très décriée. Fierté, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, ce qu'on a envie de faire en ce moment, c'est d'avoir cette opportunité pendant cette épidémie et cette crise sanitaire de faire un petit peu de pédagogie, d'expliquer comment les vaccins sont mis au point et produits pour, j'espère, contribuer à l'hésitation vaccinale dont on parlait tout à l'heure. Et l'autre élément surtout, c'est que tous les labos espèrent faire partie de la solution pour trouver une sortie à cette épidémie. Nicolas, vous qui avez le bon sens de l'homme de santé publique. Il y a 2 choses qui me frappent. La première, c'est que
on est face à une situation inédite, vous en avez expliqué les caractéristiques, c'est quelque chose, c'est un truc de fou en fait. On est en train de vivre d'un point de vue industriel et la recherche des choses assez incroyables. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 2 maladies qui ont disparu, et très récemment pour la dernière, c'est la variole et la poliomyélite, et que ce n'est pas parce qu'on aura un vaccin que la maladie va disparaître a priori, et qu'il faudra toujours conjuguer des politiques de prévention vaccinale si elles émergent avec les gestes barrières. Et c'est ce qui fait que certains pays d'Asie notamment avaient adopté les gestes barrières bien avant nous pour endiguer leurs épidémies et la force de leurs épidémies. Je crois qu'on va vivre avec les gestes barrières maintenant un bon moment et que ça va changer profondément les habitudes dans notre pays. D'ailleurs, la Chine proclame que l'épidémie est finie sans avoir vacciné, donc c'est ça le succès des gestes barrières, ou comme toujours, la Chine a une épidémie est finie quand on cesse de déclarer qu'il y a des cas. Très bien. Écoutez, cette émission est terminée. Merci à nos invités. Je suis persuadé que nous sommes appelés à nous revoir vite. Je vous rappelle l'adresse pour vos commentaires, jdflemoine@gmail.com. Je sais que je vais recevoir mon lot de messages de médecins qui sont contre la vaccination, ce qui est toujours surprenant quand on fait ce métier. Mais écoutez, tout le monde a le droit d'avoir des opinions, donc vous avez mon adresse. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur YouTube, sur la chaîne Fréquence Médicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, le plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien.